Aujourd'hui, je reçois Arnaud Labossière. Très content de te recevoir sur la chaîne. Beaucoup de gens m'ont demandé ce podcast. J'ai envie de commencer. Je pense que la plupart des gens te connaissent. Tout le monde te connaît. Voilà, t'es super connu dans le milieu. Ça fait très longtemps que t'es là. T'es le père originel du marketing français, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, très content de te recevoir ici sur la chaîne. J'aimerais commencer tout de suite par un sujet dans lequel on est en contre-indication et on n'est pas du tout d'accord. On va parler dans un premier temps 4L. Dans le suite de la vidéo, on va parler de plusieurs sujets, Web3, infoprenariat, business en règle générale, enfin, beaucoup de sujets, économie, mais enfin, oui, j'ai fait mon travail aujourd'hui. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. J'aime pas les podcasts où ils perdent trop de temps à se présenter. Alors, moi, quand j'avais 14 ans, je sais pas quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les 4L? Moi, c'est un sujet sur lequel je suis absolument anti 4L. Je pense que ça va être intéressant d'en discuter. Est-ce que tu peux nous présenter cette expérience, enfin, cette pensée que tu as? Bien sûr. Les 4 L, c'est un prisme business où j'essaie de tout simplifier. Donc, il y a 4 L, low tech, low cost, low human, low complexity. Et c'est cette idée qu'en fait, les trucs compliqués, ça marche pas. Les trucs compliqués entraînent une inflation des humains, une inflation des process, une inflation des coûts, une inflation des trucs qui foirent, des trucs qu'il faut maintenir, etc. Et qu'en fait, les business qui performent le mieux, ce sont les business qui sont simples. Les produits qui marchent le mieux sont les produits qui sont simples. Les messages qui marchent le mieux sont les messages qui sont simples, etc. Donc, en gros, c'est une hymne à la simplicité. Et en fait, il y a un peu il y a un peu la blague, tu sais, la courbe de Gauss avec, tu sais, les left curves, qui sont méga débiles, les right curves qui sont méga brillants, et tous les gens mid curve. Et quand tu es très mid curve, et en particulier européen, il y a cette jouissance finalement de la complexité. Oh putain, l'idée elle est compliquée. Oh, on a des process, on a des funnels, des automations, des machins, des trucs, des sous-bidules, et des tiroirs dans des tiroirs. C'est très stimulant intellectuellement, et j'ai beaucoup été séduit par ça pendant ma carrière, entre guillemets, et je suis arrivé à la conclusion, qui peut être erronée, et je suis tout à fait open à la challenger, que en fait les trucs compliqués ça crée plus de problèmes, que les trucs simples ne créent peu de problèmes, et comme il y a peu de problèmes, tu peux te focaliser sur ce qui crée de la valeur ajoutée et scaler. Voilà, c'est un peu ça le point de départ des 4L. Alors, tu dis la plupart des gros produits qui scale. Ouais, je suis d'accord avec toi, Simplicity Scale, ça c'est vraiment la base. Si ça part dans tous les sens, c'est trop le bordel. Je pense que aujourd'hui, justement, euh, low tech, aujourd'hui tout est plus ou moins low tech. C'est-à-dire qu'en trois prompts, t'as à peu près, tu répliques n'importe quel SaaS. Même les plus gros SaaS qu'on utilise. En vrai, enfin voilà, maintenant t'as Lovable, tu fais ton site internet en 2 secondes. T'as n'importe quoi pour faire n'importe quelle tech. Donc ça, low tech, c'est un peu malgré nous, dans le sens où tout est centralisé maintenant dans 3 IA. Non, 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 t'as des mecs qui vont s'amuser à tout coder en dur tout le temps. Il y a des gens qui feraient des automations pas possibles. Donc, il y a quand même une sensibilité, enfin, un désir de certains d'aller complexifier le côté techno. Même si j'entends qu'on converge vers des solutions clés en main, peu onéreuses et très efficaces et voilà. Bon, ok. 100%. Low tech, c'est peut-être là où on est le plus d'accord. Maintenant, le low cost. Low cost, moi, je suis vraiment d'avis que, en fait, il faut littéralement, justement, tout réinvestir. On est dans un moment où, euh, si 3 ans maximum, la plupart des gens, ils vont se faire remplacer par une IA. Du coup, ils vont avoir 90% de leur temps libre. Donc, ils vont faire simplement confiance aux marques et aux brands. Et que si on s'installe pas en tant que marque ou en tant que brand sur le marché, donc en réinvestissant tout là où les gens ils veulent faire du cash à court terme en ce moment même, si on réinvestit tout et juste on extend notre image de marque sur n'importe quelle industrie, hein, pas l'info, pas l'e-commerce, mais le tout en règle générale, ça fait gagner la confiance des gens et je pense que ce sera la chose la plus valuable. Et là où la plupart des gens ils vont faire l'erreur de garder le coût et le mettre dans le compte en banque, moi je suis vraiment en mode limite, c'est le moment où faire des levées de fonds. C'est le moment sexy, c'est en ce moment, faut faire des levées de fonds et tout dépenser. Si tu veux, lever de fonds, oui, si t'es sur un truc qui est bullish et tu peux lever, pourquoi pas. Après, c'est un peu le monde du business online où personne n'a jamais fait une levée de fonds, donc tout le monde fantasme un peu sur le truc, mais ok. Après, investir dans sa marque personnelle, je suis en harmonie avec ça. Surtout les marques qui précèdent l'ère du full deepfake, peut-être qu'elles auront un premium. Tu vois, si tu as existé avant le full deepfake, on dirait, bah lui, il existe pour de vrai. Peut-être qu'il y aura un petit cachet artisanal premium, pourquoi pas. Si tu veux, sur l'idée du réinvestissement massif, tu sais, tous les deux, on est un peu dans le monde, ok, e-com, infobiz, affiliation, cash flow un peu rapide, peut-être pas facile, mais rapide. Et j'ai passé 10 ans là-dedans. J'ai vu quasiment personne exiter cette industrie avec de l'argent. J'ai vu beaucoup de gens faire beaucoup d'argent. Et puis réinvestir, et puis machin, puis bidule, et puis vas-y, les personal brands, et puis vas-y, je prends la Richard Mille, parce que comme ça, la personal brand, elle va exploser, les trucs de ouf, et puis, ouais, gros studio, gros team, gros machin, et puis vas-y, gros lifestyle, et gros machin. Et puis, ouais, vas-y, on refou en ads, on refou en ads, on refou en ads, parce que, et j'ai vu très peu de gens exiter cette industrie avec de l'argent. Ce qui est amusant, on peut même se dire, c'est qu'il y a peut-être un truc karmique, c'est qu'on est fondamentalement dans les industries
où le delta entre la valeur qu'on crée et la valeur qu'on capte est soit petit, soit négatif. Tu sais, genre, dans une startup normale, l'idée c'est, ok, tu crées de la valeur économique dans le monde et tu sais d'en capturer une partie. Le gros des business online, les gens captent plus de valeur qu'ils créent. Donc, tu as un delta négatif, souvent, et ça pourrait expliquer qu'en fait, karmiquement, tu repars une main devant, une main derrière avec rien. Bah, bon, ça, c'est une théorie un peu karmique. Mais j'ai vu tellement de gens repartir avec rien que je suis en mode, ouais, bah, tu sais, si jamais tu peux juste prendre une partie de tes gains et les caser en, après, chacun ses préférences d'un point de vue investissement, c'est de l'or, du BTC, de l'immobilier, du S&P 500, peu importe. Mais tu vas stacker ça de l'autre côté. À la fin, je dirais, de la décennie, à la fin des 5 ans, à la fin des 3 ans, ça fait une grosse différence. Il y a ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait. Également, la seule vraie métrique du business online, ou du business tout court, c'est l'argent que tu arrives à sortir. On est dans une espèce de casino, une espèce de jeu vidéo. Okay. Alors, jeu vidéo, c'est plus flatteur que casino. On rejoue, les ads sont favorables, tu mets hop, t'as un ROAS qui est bon, ok, tu remets, t'as un ROAS qui est bon, etc. Il y a un jour, ça s'arrête. Et quand ça va s'arrêter, t'auras mis combien de côté? Toi, tu réinvestis tout comme un dingue, imagine. Enfin, pas toi individuellement, mais imagine. Tu réinvestis tout comme un dingue en personal brand. Tu mets le paquet. Et en lead et en tout ça. Je parle pas spécialement en personal brand, mais en général. Mais ouais, vas-y. Ok. Bah, mettons que tout ça, ça valent plus rien dans 3 ans, dans 5 ans. Bah, en fait, tu dis, ok, j'investis, mais, tu me dire, c'est la même problématique, tu sors du capital, enfin, il faut aussi te mettre dans quelque chose qui peut tenir à l'ère de l'IA. Mais, tu réinvestis dans ton business, il devient un prompt demain, ta personal brand, elle devient, un UGC AI, auto-généré, auto-programmé dans 5 ans. Qu'est-ce que ça vaut? Donc moi je trouve que l'idée de parquer du cash en dehors du jeu vidéo, après 10 ans finalement dans le jeu vidéo, il y a ceux qui ont parqué en dehors, ceux qui n'ont pas parqué, ceux qui avaient fait un exit miraculeux, il y en a très peu, et finalement la plupart des gens repartent une main devant une main derrière. Prenante. La plupart des gens, mais il y a quand même énormément, une grosse partie qui va vraiment capter une grosse valeur économique. Enfin, on le voit à Dubaï. Peut-être que les gens, on le voit à Dubaï, on voit les mecs arriver à Dubaï, on voit les mecs acheter des bagnoles, on voit les mecs flamber, on voit la plupart des mecs partir au bout de 2 ans. Ouais, c'est vrai, non, mais il y en a quand même beaucoup qui restent aussi. Il y en a beaucoup qui sont énormément dessous. Bien sûr. 100%. Évidemment, mais le fait qu'il y ait quelques anomalies justifie pas le fait que ça vaut le coup de stacker du capital en dehors. Il y a quand même une grande partie des gens qui arrivent à Dubaï et qui se mettent bien sur plusieurs générations. Mais quand je parle de low cost, je parle plus de la logique hors infoprenariat, même e-commerce. Quoique e-commerce, pour moi, je vois les plus grosses brands qui ont vraiment explosé, donc plus de 100 millions de valorisation. C'est juste des brands, les 2 premières années, en fait, elles réinvestissent tout, que ce soit en branding, influenceur, que ce soit juste en branding. Je suis pas en train de dire que tu dois fonctionner avec 2 malgaches, un philippin, faire des produits de merde et faire d'adobe. Ce que je veux dire, c'est que la grande séduction du je réinvestis, j'achète, je prends des bureaux, des locaux, des mecs, je commence à payer des mecs 5000 balles, etc. Ça porte pas vraiment ses fruits. 100%. Et puis, il faut pas confondre les business à cash flow et les business à valorisation. À un moment, tu fais de l'infoprenariat, c'est pas pour valoriser le truc, tu es là pour faire du cash flow. 100%. Je suis totalement d'accord avec toi et je suis un peu le connard pour challenger cette idée qui, moi, je trouve intéressante sur le papier. Simplement, je vois pas comment tu fais vraiment des grosses boîtes avec moins de 10 humains, avec soit une structure de coût à 1 million par an minimum, sans de la Mais ça dépend vraiment par grosse boîte. Et puis, tu sais, enfin, ça dépend ce que je veux dire par grosse boîte. Et ça dépend, enfin, ok, t'es à 1 million de coûts humains, mais tu fais 100 millions. T'es low cost. Ouais, mais 1 million de coûts humains et t'as 2 millions, t'es pas low cost, quoi. aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes qu'on peut employer. Il y a la boîte derrière USDT. Il y a Tether, oui, enfin, il y a les classiques Tether, OnlyFans, Hyperliquid et quelques boîtes comme ça, où les mecs avec 30 employés font des milliards par an. Mais tu vois, c'est peut-être représentatif aussi d'une nouvelle tendance. Absolument, et c'est là où est-ce que je voulais aller, c'est qu'il y a de plus en plus de business 4L, comme tous les business que tu as cités à l'instant, mais à l'opposé, il y a aussi énormément de business à 10% de marge, à des millions d'employés. Enfin, Amazon, c'est un peu l'exemple classique, mais enfin, ils ont des millions d'employés, ils ont 5-10% de marge, 15% de marge. En fait, ça reste une des plus grosses boîtes. C'est pareil pour les plus grosses boîtes aujourd'hui, même les nouvelles émergentes. Les gens, ils travaillent peu de marge. Des gens qui nous écoutent, la plupart des gens qui nous écoutent sont pas en train de faire Amazon. La plupart des gens qui nous écoutent veulent soit faire une startup en se faisant des nœuds dans le cerveau avec des tiroirs dans le tiroir, dans le tiroir, dans le tiroir, de la feature, de la feature, de la feature, de la feature, ou veulent lancer un petit business online et trouvent une excuse avant l'excuse et puis une raison avant la raison. Et puis en fait, on va quand même complexifier le truc. Alors on pourrait copier les États-Unis, mais en fait non, j'ai ma petite sensibilité artistique. Et puis je me lance pas tant que j'ai pas bidule chouette. Et puis en fait, même si j'ai des trucs mûches, bah, je veux quand même, et vas-y que ça se fait des nœuds dans le cerveau indéfiniment.
la plupart des gens se font des putains de nœuds dans le cerveau indéfiniment. Et si tu leur dis, vas-y, prends un prisme 4L, brutalise le truc, arrête les conneries, arrête de te palucher, ok? Une fois que tu as posé ça, et que tu l'as vraiment posé, que tu l'as exécuté, si maintenant tu veux réinvestir, bah, réinvestis. Si maintenant tu veux complexifier et rajouter une gamme de produits plus large, pourquoi pas? Et commence par 4L. Le truc, c'est qu'en fait, est-ce que tu veux finir avec du 4L ou commencer avec du 4L? Tu veux principalement commencer avec du 4L. Mais genre, si tu veux commencer et tu veux avoir une gamme de 14 produits, 100%. Le 4L, si je devais le résumer, le gros avantage, c'est que ça évite de se tromper. C'est que tu restes dans le 4L, tu sais que tu vas pas finir à faire des grosses conneries. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu dis que tu es dans une logique 4L encore aujourd'hui. Pourquoi, avec ton skill set actuel, enfin, tout ce que tu as bâti, pourquoi est-ce que tu restes dans la logique 4L par plaisir personnel? Juste pas envie de non, mettre un peu cette logique. moi aujourd'hui, je suis principalement investisseur et advisor. Je suis beaucoup moins dans le personnel. En fait, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est un mensonge, euh, que j'aurais jamais dû être entrepreneur, que je déteste ça, que gérer des gens et des business, je trouve ça horrible. Par contre, comprendre des idées, des thèses et allouer du capital, je trouve ça extrêmement stimulant et je peux effectivement fonctionner en 4L max là-dessus. Et après, les boîtes dans lesquelles je vais être advisor ou investisseur, très souvent, je vais essayer de forcer le 4L. Enfin, forcer, enfin, j'impose pas mes trucs, mais en gros, d'essayer d'aller canaliser les gars en mode, OK, est-ce qu'on peut faire plus simple? Est-ce qu'on peut shipper plus rapidement? Est-ce qu'on peut enlever des features? Est-ce qu'on peut décomplexifier les choses? Est-ce qu'on a besoin de cet humain? Est-ce que cette dépense est nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a un meilleur levier ou un meilleur accélérateur, un meilleur rendement? Et moi, je reste sur ce principe-là. Après, c'est pas une religion. Je suis juste arrivé un peu à la conclusion que les idées compliquées, les théories compliquées, les projets compliqués, que ce soit dans la vie économique, politique, sociale, il y a des trucs compliqués, ça à voir. Dans les bagnoles, alors, les montres suisses, là, 400 000 balles, t'attends 5 ans pour l'avoir, au bout de 6 mois, l'aiguille, elle bouge plus. Enfin, tu veux dire, mais les mecs, ils ont pensé à un nouveau tourbillon de trucs, de machins, de tu vois ce que tu vas avoir. Ouais, super les mecs. Bon, ok, sauf que là, la montre concrètement, elle n'est pas l'heure, quoi. Tous les mecs qui ont des bagnoles à plus de 300 000 balles, les caisses ont toujours des problèmes. Tu vas me dire, à Dubaï, il fait 42 degrés, donc ça va être pas la bagnole non plus. On est d'accord. Mais les mecs qui ont des bagnoles à 400 000 balles ont toujours des problèmes avec leur bagnole. Il y a toujours une connerie, quoi. Il y a toujours un truc, Porsche, c'est un peu le sweet spot où t'as très peu de problèmes. C'est cher, c'est pas trop cher, t'as pas trop de conneries. Et encore. Franchement, je vais pas commencer à les clasher, mais j'ai eu quelques XP qui étaient pas bonnes, hein. Ouais, 100%. T'as parlé à l'instant, donc moi 4L, Ouais. je trouve le cours principal c'est d'arrêter de se foirer. Aujourd'hui, tu appliques toujours le 4L dans ta vie. Mhm. Est-ce que tu l'appliques simplement dans le business ou tu es en mode me faites pas chier, même pour mon lifestyle, je suis 4L, pour ma vie en règle générale, c'est un peu un principe de vie. C'est quoi un peu ton ressenti vis-à-vis de ça? C'est un principe de vie. Les trucs compliqués ne marchent pas. En fait, maintenant, j'appelle ça les trucs de blanc. C'est en mode, viens, on va créer du risque. Viens, on va faire de la plongée. Viens, on va faire du saut en parachute. Non, risque reward éclaté. J'ai pas envie de ça. Donc en fait, on a le droit d'être raciste quand sa propre race. Hein. Ça marche. Hein. Non, Le droit, normalement, ouais. c'est ça le truc là. Et non, et les assiettes, on a le droit aussi, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça. J'ai pas tout compris. Bah, on s'en fout. Euh, c'est un truc de blanc. C'est un truc de, vas-y, viens, on se complique. Viens, on a fait des études, on va faire un plan compliqué. Et tu sais, genre, genre, t'allumes la télé, tu vois tous les mecs des gouvernements, enfin, tous les gouvernements successifs en France, ils sont tous avec des plans ultra compliqués. Non, ça marche jamais. Truc compliqué, ça marche pas. Et puis même, en fait, c'est faire quelque chose de tellement dur que, putain, je commence à faire un truc simple et après, optimise. Enfin, après, complexifie si tu veux, mais enfin, la simplicité du message, la simplicité du projet, la simplicité du positionnement, la simplicité des choix, la simplicité du dress code. En fait, c'est pas un appauvrissement, euh, au sens, tu vois, où la vie n'a plus de saveur. Tu peux te focaliser sur boire uniquement le meilleur thé au monde. Mais t'en bois qu'un seul, quoi. T'es pas là et que ça quand t'es chez toi. T'as le meilleur thé au monde. Donc, ça permet finalement de maximiser l'expérience, de maximiser l'efficacité. Donc, moi, Ouais, je trouve mon bonheur et ma plénitude là-dedans, quoi. 100%. En vrai, ça fait sens. Je voulais juste challenger un peu cette hypothèse, cette vision, aller un peu plus dans les détails vis-à-vis de ça. Moi, je suis en accord en vrai sur le low-tech, low complexity. Maintenant, je suis en mode, moi, je veux une structure de coût énorme et avec le maximum d'humains. Mais bon, enfin, le Mais je dirais, maximum. toi, t'as trouvé ta thèse avec ton modèle d'affaires, avec tes playbooks de scaling. T'as trouvé ta thèse, t'as vérifié ta thèse fait de l'argent, t'es là depuis longtemps, t'as accumulé de la thune, t'as accumulé de l'XP. Bah, ce que tu dis fait grave sens. Enfin, toi, j'ai aucune résistance contre ce que tu dis. Hein.
Ouais, 100%. Bah, fondamentalement, moi non plus, parce que c'est en accord avec toi-même et ce que tu es, et ça se reflète dans le business. C'est comme ça qu'on marche. Je dis, il y a autant enfin, de modèles qu'il y a d'entrepreneurs, souvent. Enfin, c'est une phrase un peu toute faite, mais voilà, à l'instant, tu as dit, dans le sens où, par exemple, moi, je vais avoir aucun problème à avoir beaucoup d'humains sous gestion et vraiment réussir à bien les manager. Par exemple, c'est peut-être pas forcément ton cas. Tu l'as dit dans l'introduction que ça te saoulait. Moi, c'est quelque chose qui personnellement, bah, ça change rien, quoi. À la limite, je suis content parce que du coup, il y a plus de choses de faites. Et c'est mieux fait avec plus de subtilité que de l'IA.